Imaginez un matin où les États-Unis, jadis symbole de toute puissance, se retrouvent à supplier l'Afrique de leur vendre du blé. Cela vous semble-t-il inimaginable, absurde, presque irréel? Et pourtant le monde tel que nous l'avons connu bascule. Sous nos yeux, un renversement historique pulvérise tout ce que l'on croyait immuable à propos de la puissance, de la dépendance et de l'ordre mondial. En une décision inédite, l'Afrique a refusé plus de 120 milliards de dollars américains de produits agricoles venus d'Amérique. D'un coup, les ports d'Abidjan à Durban se sont fermés au blé, au maïs, au soja et à la viande d'outre-Atlantique. Les silos américains débordent, les fermiers restent désemparés, oscillant entre stupeur et colère. Les prix agricoles s'effondrent sur les marchés de Chicago et Kansas City, et la Maison-Blanche panique. Le grenier du Midwest n'a plus de débouchés, les exportations tombent à zéro, le modèle agricole américain vacille. Dans les couloirs du pouvoir à Washington, c'est la sidération. Comment la première économie mondiale, celle qui imposait ses normes et ses prix à la planète entière, s'est-elle retrouvée à supplier pour écouler ses récoltes? C'est la première fois que l'Afrique, longtemps considérée comme simple marché captif, ne subit plus. Elle fixe les règles avec sang-froid et détermination. Ce n'est pas une crise de colère ni une protestation éphémère. C'est une manœuvre froide, stratégique, calculée de longue date, qui inverse les rapports de force mondiaux et redéfinit la réalité géopolitique. Pour comprendre la portée de ce séisme, faisons un bond dans l'histoire. Pendant plus d'un demi-siècle, l'Afrique était dépeinte comme le continent incapable de nourrir sa population sans aide extérieure. Les images d'enfants souffrant de la faim, d'agriculteurs impuissants face aux sécheresses, enterrent les médias occidentaux. Cette époque, marquée par la charité, la dépendance et les aides conditionnées, appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le continent agit uni, ferme ses frontières aux importations et construit sa souveraineté alimentaire avec une ambition inédite. Désormais, la dépendance a changé de camp, et le monde s'étonne de voir l'Afrique en chef d'orchestre de sa destinée. Les répercussions de ce choc africain sont vertigineuses. Les États-Unis, habitués à dicter les règles sur les marchés mondiaux, se retrouvent soudain impuissants. Les marchés financiers paniquent. L'élite économique américaine réalise que l'Afrique, longtemps marginalisée, est devenue le centre nerveux de la sécurité alimentaire mondiale. Du jour au lendemain, investisseurs et décideurs doivent réécrire la carte du pouvoir. Une Afrique forte, indépendante, innovante, bouscule tous les repères. Ignorer ce bouleversement, c'est risquer de manquer la création de nouvelles richesses ou d'assister impuissant à la chute de fortunes autrefois inébranlables. Comprendre ce qui se joue, c'est anticiper le déplacement de la valeur, du temps, de l'argent et du prestige. C'est saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent l'apanage de nouveaux acteurs. Mais comment cette bascule a-t-elle eu lieu? Qu'est-ce qui a incité l'Afrique à orchestrer ce boycott? Et pourquoi l'Amérique n'a-t-elle rien vu venir? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette révolution silencieuse, à la stratégie patiente qui a permis à l'Afrique de renverser la table. Car ce bouleversement n'est pas le fruit du hasard. Pendant plus de 50 ans, l'Afrique n'a été qu'un vaste supermarché docile pour Washington, absorbant sans résistance les surplus agricoles subventionnés venus des États-Unis. Le blé, le maïs, le soja, portés par des milliards de dollars d'aides publiques, inondaient les marchés africains à des prix imbattables pour tout producteur local. Loin d'être un échange équitable, ce système façonnait une dépendance insidieuse, où l'Afrique restait enfermée dans un modèle pensé pour enrichir les exportateurs américains. Rappelons-nous, dans les années 70 et 80, les cargaisons de blé américains débarquaient, à Lagos, Dakar, Lomé, inondant les marchés locaux. Les producteurs africains, souvent incapables de rivaliser avec ces prix cassés, voyamment leur filière s'écrouler. Dans le Sahel, au Cameroun, au Kenya, des familles entières abandonnées emmenaient les champs de mil ou de sorgho pour tenter leur chance en ville, accentuant l'exode rural et la misère urbaine. Les jeunes, privés d'espoir et de rentabilité, désertaient les campagnes. Les économies rurales, vidées de leur énergie, s'enfonçaient dans un cercle vicieux. Plus les cargos débarquaient, moins la production locale survivait, plus la dépendance s'accentuait, plus la souveraineté reculait. Chaque chargement venu de Houston ou de l'Iowa annonçait des mois difficiles pour les producteurs africains. Ce n'était pas un commerce, c'était une hémorragie organisée, une lente asphyxie économique qui liait le sort de millions de personnes à des décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des conseils d'administration insensibles aux réalités locales. Mais les fissures de ce modèle sont devenues impossibles à ignorer. Depuis le début des années 2010, les importations américaines chutent de saison en saison, fragilisées par la flambée des coûts des intrants.
semences, engrais, machines agricoles, carburants. Aux États-Unis, la crise des opioïdes, l'exode des jeunes ruraux et la robotisation massive ont fragilisé l'agriculture. La base rurale, jadis prospère grâce aux exportations, se sent désormais trahie et oubliée. Les grandes exploitations du Midwest, de l'Illinois au Nebraska, voient leurs marges fondre et leurs dettes exploser. Dans les médias agricoles américains, la colère gronde. Pourquoi vendre à perte? Pourquoi dépendre de marchés lointains qui nous échappent? Refuser de regarder l'origine de ce modèle, c'est ignorer la leçon la plus brutale de l'économie globale. Dépendre d'un seul fournisseur ou d'un seul client, c'est perdre toute illusion de liberté. Les grandes crises mondiales l'ont prouvé à maintes reprises. Quand le Chili a subi l'embargo du cuivre dans les années 70, ou quand l'Europe a été coupée du pétrole moyen-oriental pendant la crise de Suez, la dépendance est toujours synonyme de vulnérabilité. Pourtant, au cœur de cette mécanique bien huilée, une décision discrète s'apprête à bouleverser l'ordre établi. Dans l'ombre, les ministres africains de l'agriculture se réunissent à Addis Abeba, à Accra, à Gaborone. Ce qu'ils s'apprêtent à déclencher n'est rien de moins qu'un séisme silencieux. Un pacte inédit s'esquisse, loin des caméras. À l'aube d'une révolution agricole, l'Afrique va imposer ses propres règles. Dans la plus grande discrétion, des groupes de travail pilotés par la CEDEAO, la SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est harmonisent leurs politiques. L'objectif est clair, renverser la dépendance, bâtir une stratégie commune de souveraineté alimentaire et ouvrir une nouvelle ère agricole. Là où l'on attendait une soumission résignée, l'Afrique surprend le monde. Elle lance une contre-offensive industrielle sans précédent. Dans le secret des arrière-salles diplomatiques, des coalitions régionales africaines émergent. Les chefs d'État et ministres de l'Agriculture de l'Ouest, de l'Est et du Sud se rencontrent pour une série de sommets confidentiels, loin des regards occidentaux. Leur but, mutualiser les ressources, synchroniser les plans de soutien et, surtout, investir massivement dans l'innovation. Ce n'est plus une utopie. L'Afrique investit massivement dans la technologie agricole, à une échelle jamais vue sur le continent. Les premiers champs irrigués à l'énergie solaire percent le Sahel. Au Kenya, des startups locales utilisent donc des drones pour surveiller les cultures et épandre des engrais naturels adaptés à chaque parcelle. En Côte d'Ivoire, de jeunes ingénieurs conçoivent des applications d'intelligence artificielle capables de prédire les sécheresses, d'optimiser les semis et d'alerter les agriculteurs en temps réel. Le Maroc, déjà leader de la transformation des phosphates, partage son expertise en fertilisation régénératrice. Les universités du Nigeria et du Rwanda développent des centres de formation agricole de nouvelle génération. Grâce à l'alliage de pratiques ancestrales et de biotechnologie, des terres autrefois stériles renaissent. Au Zimbabwe, une coopérative parvient à tripler ses rendements en combinant la permaculture, la rotation des cultures et l'utilisation de biofertilisants produits localement. Au Sénégal, un projet pilote transforme des rizières asséchées en champs fertiles grâce à l'irrigation goutte à goutte alimentée par des panneaux solaires. En quelques saisons, les récoltes bondissent. L'Afrique ne copie plus. Elle invente et impose ses solutions, adaptant la technologie à ses besoins, à ses réalités, à ses ambitions. Mais le coup de maître, c'est la refonte des partenariats extérieurs. L'Afrique ne se contente plus de tendre la main à l'Occident. La Chine, l'Inde, le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite s'impliquent désormais dans la transformation, la logistique, la formation d'une nouvelle génération d'agronomes africains. La Chine finance la construction de silos modernes et de ports en eau profonde à Mombasa, Douala, Maputo. L'Inde équipe des centres de recherche agronomique à Dakar et Lusaka. Le Brésil partage ses techniques de culture du soja tropicalisé. Les Émirats investissent dans des réserves céréalières stratégiques à Abidjan et l'Arabie saoudite signe des accords pour garantir sa sécurité alimentaire. Pour la première fois, l'Afrique impose ses conditions. Transfert technologique obligatoire, priorisation de l'emploi local, accès négocié à ses marchés selon ses besoins. Les nouveaux contrats incluent des clauses de formation, des engagements sur la transformation locale et des pénalités si les promesses d'investissement ne sont pas tenues. Un symbole fort de cette émancipation, la création d'une bourse numérique panafricaine des matières premières. Totalement indépendante du dollar, cette plateforme permet aux pays africains d'échanger céréales, cacao, coton ou café sans passer par Wall Street. Les transactions se font en monnaie locale ou via une crypto-monnaie africaine, le Kora, qui garantit la traçabilité et la fiabilité des flux de financiers.
Les pays membres fixent ensemble les quotas d'exportation, les prix planchers et imposent des normes de qualité adaptées à leur marché. C'est une première mondiale. La souveraineté monétaire et commerciale se matérialise sous nos yeux. Le basculement est risqué. Les nations africaines qui s'accrochent aux anciens modèles, préférant importer à bas prix plutôt que d'investir dans la production locale, menacent de sombrer dans la faillite économique et la marginalisation politique. Les multinationales agricoles occidentales, incapables de s'adapter à la nouvelle donne, ferment leurs filiales l'une après l'autre. Le centre de gravité de la sécurité alimentaire mondiale se déplace. Ignorer l'Afrique, désormais, c'est risquer l'obsolescence, l'oubli, la relégation au second plan. À Washington, c'est un séisme. L'Amérique, longtemps superpuissance agricole, découvre qu'elle n'a plus la main. Les silos débordent de grains invendus. Les prix plongent au plus bas niveau depuis la Grande Dépression. La colère gronde chez les producteurs américains, qui manifestent devant le Congrès avec des pancartes « No more buyers, no more future ». Mais la riposte américaine s'organise déjà, annonçant un affrontement qui va bouleverser l'ordre mondial. La riposte américaine prend la forme de pressions diplomatiques, de menaces de sanctions, de tentatives de division des coalitions africaines. Des lobbyistes américains arpentent les couloirs de l'Union africaine, tentant d'acheter des soutiens ou de négocier des exceptions. Mais la solidarité africaine tient bon. En coulisses, des diplomates africains rappellent l'histoire des embargos, des sanctions, des ingérences passées. Ils savent que céder, même partiellement, serait un retour en arrière fatal. Ce n'est plus l'Afrique qui frappe aux portes du marché mondial. Ce sont désormais les puissances occidentales et asiatiques qui négocient fébrilement leur accès au continent africain. La France propose des partenariats agricoles équilibrés. L'Allemagne offre des crédits à taux zéro pour la construction d'usines de transformation. Le Canada envoie des délégations de chercheurs pour développer des semences adaptées aux climats africains. Le renversement est total. L'ancien modèle américain s'effondre, et pour la première fois, l'épicentre de la sécurité alimentaire mondiale s'est déplacé vers l'Afrique. Aux États-Unis, l'effondrement soudain des prix agricoles plonge les campagnes dans une récession inédite. Les silos débordent de blé, de maïs, de soja invendus. Les fermiers américains, jadis piliers du commerce mondial, se retrouvent de spectateurs d'une révolution qu'ils n'ont pas anticipée. Dans l'Illinois, l'Ohio, le Kansas, des familles entières songent à vendre leurs terres, incapables d'honorer leur crédit. Des scènes qui rappellent la crise de 1929 ou la grande sécheresse des années 30. Les banques rurales ferment, les écoles villageoises licencient, les villes agricoles se vident peu à peu. La dynamique s'inverse. Alors que l'Afrique importait massivement autrefois, ce sont aujourd'hui les États-Unis qui cherchent, parfois à la hâte, à acquérir du riz, du cacao ou du manioc africain pour nourrir leur métropole. Des cargos partent de Lagos vers New York, de Dar es Salaam vers Los Angeles, renversant la logique des flux. Les médias américains parlent de food shock, de African Awakening. Les talk shows s'enflamment. Comment avons-nous pu perdre la main ? La perte d'influence américaine est brutale. Washington, autrefois donneur d'ordre, doit désormais accepter la réalité d'une Afrique affranchie. Les négociateurs américains font face à des partenaires africains sur deux, qui imposent leurs conditions et n'hésitent plus à écarter les accords qui ne servent pas leurs intérêts. Pour la première fois, la délégation américaine à l'Union africaine n'obtient que des réponses polies, mais fermes. Nous ne sommes plus à vendre. Ce basculement provoque une recomposition profonde des alliances commerciales et financières. La Chine, déjà solidement implantée, augmente ses investissements dans les secteurs agroalimentaires et les infrastructures logistiques. Le Golfe tisse des alliances stratégiques en finançant des réserves céréalières et des ports, tandis que le Brésil partage son expertise technologique et s'allie à des consortiums africains pour conquérir de nouveaux marchés. Les institutions occidentales, Banque mondiale, FMI, grandes banques new-yorkaises, sont désormais tenues à l'écart des négociations majeures. Les flux financiers délestent Wall Street au profit de Lagos, Nairobi et Johannesburg. L'Afrique ne se contente plus d'être convoitée. Elle s'organise pour gérer ses propres disparités et mettre à profit sa nouvelle puissance. Des pays autrefois rivaux bâtissent des marchés communs, harmonisent leurs politiques agricoles et investissent dans la formation de leur jeunesse. Un sentiment d'unité et de fierté industrielle émerge, alimentant une vague d'innovation Made in Africa qui séduit même au-delà du continent. Au Ghana, des jeunes entrepreneurs lancent des plateformes numériques pour connecter directement les agriculteurs au marché urbain. En Afrique du Sud, une coopérative de femmes transforme le sorgho local en bioplastique pour l'exportation. En Égypte, des fermes verticales urbaines repoussent les limites de la productivité.
Mais ce nouveau paysage reste fragile. Les défis sont immenses. Harmoniser les normes, répartir équitablement la valeur ajoutée, éviter la reproduction de dépendance vis-à-vis de nouveaux partenaires extérieurs. Face à ce bouleversement, chacun doit choisir, rester simple spectateur du déplacement du centre de gravité économique ou s'emparer des opportunités offertes par une Afrique désormais incontournable. Le temps de l'attentisme est terminé. Ceux qui n'agissent pas aujourd'hui seront les oubliés de demain. Au cœur de cette transformation, une question s'impose. Comment s'inspirer de cette révolution africaine pour bâtir, chez soi, une véritable résilience économique et souveraineté durable? Ce choc mondial n'est qu'un début. Pour comprendre comment les sociétés peuvent s'adapter et prospérer dans ce nouvel ordre, il faut décoder les stratégies africaines qui redéfinissent les règles du jeu. L'indépendance ne tombe jamais du ciel. Elle se bâtit pas à pas, souvent au prix de renoncements, de réajustements et de paris risqués. Aujourd'hui, l'Afrique a démontré au monde entier qu'arracher sa souveraineté, c'est d'abord oser une vision, puis s'armer de patience et de stratégie collective. Si le secteur agricole africain a brisé ses chaînes, chaque pays, chaque secteur, chaque entrepreneur peut s'en inspirer pour renverser l'ordre établi. Première leçon. Rien ne se fait en solitaire. La vraie force de l'Afrique a été la coordination régionale. Plusieurs dizaines de nations ont synchronisé leurs politiques agricoles, mutualisé investissements, savoir-faire et réseaux. C'est l'union de multiples voix qui a permis de résister à la pression extérieure et de négocier sans se soumettre. Cette logique de coopération ne s'applique pas qu'aux États. Une entreprise, un secteur, une communauté peuvent choisir l'investissement patient et la force du collectif plutôt que la quête isolée du profit immédiat. Par exemple, dans la filière cacao, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont instauré un prix plancher commun, empêchant les acheteurs internationaux de jouer les pays les uns contre les autres. De même, dans l'industrie du coton, la mutualisation des achats d'intrants a permis de réduire les coûts et d'augmenter les marges des producteurs. Deuxième principe, transformer localement. L'Afrique a cessé de brader ses ressources pour les racheter ensuite, hors de prix. Elle a investi dans des chaînes de valeur intégrées sur son sol. Cela signifie favoriser le transfert de technologies, créer des alliances centrées sur l'échange de compétences et valoriser la production locale. Pour une entreprise, c'est l'audace d'innover depuis son propre écosystème, de maîtriser chaque maillon, au lieu de dépendre d'un fournisseur extérieur ou d'une technologie importée. En Éthiopie, la transformation locale du café a permis de multiplier par 3 la valeur ajoutée captée sur place. Au Maroc, la stratégie Green Morocco Plan a permis d'industrialiser la filière fruits et légumes, créant des milliers d'emplois et exportant des produits à forte valeur ajoutée. Troisièmement, l'Afrique a rompu avec les accords à courte vue. Fini les contrats qui promettent des gains rapides mais détruisent l'avenir. Désormais, priorité au partenariat de long terme, où chaque partie prend des risques et s'engage dans la durée. Pour transformer une entreprise ou un pays, il faut apprendre à refuser les solutions faciles, à exiger des alliances solides, quitte à patienter, à négocier durement ou à inventer de nouvelles méthodes. Au Rwanda, le partenariat public-privé pour la culture du riz a été conçu sur 15 ans, avec des clauses d'ajustement tous les 3 ans selon les résultats. Au Sénégal, le développement de la filière arachide s'est fait avec des coopératives, des industriels locaux et des investisseurs japonais, tous engagés sur une décennie. Enfin, la norme a changé de camp. Pendant des décennies, la réussite se mesurait à la capacité à s'intégrer dans le système occidental, à attirer des capitaux ou à suivre des règles imposées par d'autres. Aujourd'hui, la véritable réussite réside dans l'imposition de ses propres standards, la création de ses propres modèles. Lorsqu'un secteur, une entreprise ou un pays ose devenir la référence, la dépendance se mue en influence. L'Afrique du Sud impose désormais ses normes de qualité dans l'exportation de fruits vers l'Asie. Le Nigeria, avec sa bourse agricole digitale, attire des investisseurs indiens et sud-américains qui s'adaptent aux spécificités africaines, et non l'inverse. S'inspirer de la stratégie africaine n'est pas qu'une question de fierté ou d'identité, c'est une question de survie. Votre avenir, qu'il soit personnel, entrepreneurial ou national, dépend de votre capacité à mettre en œuvre ces leçons de souveraineté. Dans un monde où les alliances se font et se défont, où les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain, seuls celles et ceux qui bâtissent leur indépendance pourront écrire les règles de demain. Mais la question demeure, comment anticiper la suite? Comment ne pas subir un monde où l'ancien centre de gravité ne dicte plus la loi? Pour répondre, il suffit de regarder l'histoire. Chaque basculement de puissance a généré ses gagnants et ses perdants.
Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall a permis à l'Europe de rebondir, mais ceux qui n'ont pas su s'adapter aux nouvelles règles sont restés à la traîne. Lors de l'essor des tigres asiatiques, les pays qui ont investi dans l'éducation et l'innovation ont grimpé en flèche. Ceux qui sont restés figés dans leurs habitudes ont décliné. Comprenons ensemble pourquoi ce basculement ne fait que commencer et comment il est possible d'agir dès maintenant pour en tirer avantage. Première étape, cartographier les nouvelles chaînes de valeur, identifier où se créent les emplois, les richesses, les innovations. Deuxième étape, investir dans les compétences, miser sur la formation, la recherche, l'entrepreneuriat local. Troisième étape, tisser des alliances avec les acteurs émergents sans attendre d'être supplanté par la concurrence. Ce qui semblait impossible hier devient la nouvelle norme. Déjà, des fonds d'investissement asiatiques et du Moyen-Orient créent des incubateurs à Abidjan, Nairobi, Addis Abeba. Des universités américaines ouvrent des campus en Afrique pour ne pas rater la vague. Des entreprises européennes adaptent leurs produits aux préférences africaines, de la mode à la banque mobile. Explorons comment profiter de cette dynamique avant qu'elle ne vous dépasse. Cela signifie rester informé, se former en continu, échanger avec des partenaires du Sud, investir dans la compréhension interculturelle. Cela signifie aussi oser le pari du long terme, accepter l'incertitude et voir dans chaque crise une opportunité de mutation. Le monde ne sollicite plus la permission de l'Occident. Où choisirez-vous de bâtir? De quel côté du pont? Resterez-vous attaché à l'ancien modèle ou saisirez-vous la chance de co-construire le nouveau centre du monde? Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus. En rompant sa dépendance pluridécentenaire aux importations agricoles américaines, elle bouleverse le scénario mondial. Pour la première fois depuis l'avènement du commerce moderne, l'Occident ne dicte plus les règles. L'Afrique impose désormais son tempo. Ce n'est pas une simple victoire symbolique, mais un basculement profond comparable à la révolution industrielle ou à la chute du mur de Berlin. L'Afrique façonne sa trajectoire, redistribuant les équilibres économiques et politiques de la planète. Souveraineté, puissance, avenir, ces mots prennent un sens nouveau sous l'impulsion du continent. Trop longtemps, on a raconté que l'Afrique devait attendre, demander, plier. Mais aujourd'hui, elle agit. Elle contrôle ses ressources, construit ses chaînes de valeur, investit massivement dans la technologie et forge des alliances hors du giron occidental. Des milliards de dollars autrefois captés par les géants américains irriguent désormais l'Afrique. Ils soutiennent des millions d'agriculteurs, font émerger des usines, des marchés, bâtissent une prospérité enracinée localement. Les États-Unis, autrefois superpuissance agricole incontestée, découvrent pour la première fois la vulnérabilité. Ils doivent repenser leurs alliances, leurs dépendances, leur place dans le monde. Le centre de gravité de la sécurité alimentaire mondiale s'est déplacé. Ceux qui refusent d'affronter cette réalité risquent de perdre des opportunités majeures, de s'accrocher à un modèle qui s'effondre et de regarder le futur leur échapper. Le nouvel ordre mondial n'attend personne. Chaque jour d'inaction creuse le fossé entre ceux qui s'adaptent et ceux qui s'accrochent au passé. La vraie menace? Sous-estimer la capacité de l'Afrique à changer la donne, rater la prochaine grande vague d'innovation, d'investissement, d'influence. À l'instant où l'histoire bascule, où serez-vous? Resterez-vous spectateur ou deviendrez-vous acteur de cette nouvelle ère? Posez-vous la question. Qu'allez-vous apprendre, repenser, entreprendre aujourd'hui pour ne pas rester sur le quai? Le futur ne se bâtit plus à Washington, à Paris ou à Londres. Il prend racine à Lagos, Nairobi, Addis Abeba et bien au-delà. Le choix vous appartient. Embrasser la nouvelle donne, investir, vous engager, ou bien regarder le monde vous filer entre les doigts. L'Afrique n'attend plus. Et vous, de quel côté du pont